Alors là, on va aborder la vascularisation. J'avoue que c'est un chapitre qui est quand même assez dense. Je vais essayer de simplifier, d'aller à l'essentiel, bien sûr, comme je le fais d'habitude. Alors, comment aborder la vascularisation cérébrale? Il faut tout simplement avoir compris que cette vascularisation, c'est un système à 3 étages. Il y a un premier étage qui est au niveau du cou, si vous voulez. Ce sont les voies d'apport artérielles qui vont vous apporter tous les flux artériels importants, c'est-à-dire les 2 carotides, artère carotide interne, donc ça c'est effectivement important, artère carotide interne, et en arrière, les 2 artères vertébrales. Voilà les 2 points importants. Il y a ici, comme une fusée à 3 étages, premier étage, les voies d'apport verticales dans le cou, les 2 carotides internes, et en arrière, le système des vertébrales et du tronc, enfin, ou l'artère basilaire, c'est pareil, et l'artère basilaire. C'est pour ça qu'on dit en général que c'est un trépied vasculaire. Il y a les 2 carotides et l'artère basilaire. C'est un trépied. Bon, il n'y a qu'une seule artère basilaire. En fait, ces 3 artères, les 2 carotides et l'artère basilaire, une fois arrivées à la base du cerveau, elles vont s'anastomoser pour former ici un cercle artériel du cerveau. Le cercle artériel du cerveau, c'est le polygone de Willis, c'est la même chose. Et là, on est sous le cerveau, on est la face inférieure du cerveau. Bon, ça c'est très important parce que ce cercle artériel va recevoir le sang des carotides et de l'artère basilaire et va permettre de faire des anastomoses entre les grands systèmes. Il y aura donc des suppléances possibles. Bon, le cercle artériel, ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est qu'on voit que ce cercle artériel du cerveau, ce polygone de Willis, il est la véritable plateforme de lancement des artères cérébrales. Il est à l'origine des artères cérébrales. C'est pour ça que je vous dis, bon, c'est en quelque sorte la plateforme de lancement de ces artères. Voilà. Donc vous voyez que ce dispositif est très intéressant puisqu'il va nous fournir maintenant les artères cérébrales, voilà, qui vont aller autour des hémisphères, par exemple, et qu'en plus, ces artères cérébrales vont s'anastomoser, voilà, vont s'anastomoser pour gérer éventuellement, dans certains cas, des suppléances. Quand une de bouchée, eh bien, la jonction entre les deux peut se déplacer. Voilà. Alors, on va regarder très rapidement chaque composante. Premièrement, les voies d'abord, la carotide interne. Alors la carotide interne, qu'est-ce qu'on va retenir? Elle a plusieurs segments. Un, artère carotide interne au cou. Vous vous rappelez que la carotide interne, elle naît d'une bifurcation avec la carotide externe. Bifurcation. Très globalement, c'est au niveau de l'angle de la mâchoire, ce qui a quand même une conséquence, c'est que quand on étudie avec au Doppler, on étudie avec la sonde ces carotides, on est un petit peu coincé par l'angle de la mâchoire, et donc on peut voir la bifurcation, mais après on peut pas aller plus loin puisque on cogne sur l'angle de la mâchoire, et là on est à peu près au niveau de ces 4. Bon, donc c'est un premier segment, c'est un segment cervical. Voilà. Alors la bifurcation, c'est quelque chose d'important parce que très souvent au niveau de la bifurcation, comme les flux, il y a des modifications dans les flux, il peut y avoir des plaques d'athérome et on peut avoir des sténoses de la carotide interne à ce niveau-là, d'où l'intérêt de l'écho-Doppler, bien sûr, qu'on va faire au niveau des vaisseaux du cou. Bon. Alors là, on est dans le cou. Et puis là, à ce moment-là, on arrive à la base du crâne, et il faut pénétrer dans le crâne pour que la carotide interne donne ses artères cérébrales. Alors ça, c'est le segment intrapétreux, puisque je rappelle que dans l'os temporal, vous avez une portion dans l'os temporal qui est la partie pétreuse de l'os temporal, le rocher, et que cette partie pétreuse est creusée d'un canal carotidien, et ce canal carotidien, il est d'abord vertical, puis
horizontale, puis hop, voilà, hein, l'artère carotide, elle traverse le canal carotidien de cette façon, elle l'aborde verticalement, puis elle chemine dans le canal carotidien horizontalement, c'est dans l'axe du rocher, là, c'est l'axe du rocher, et quand elle sort, ici, elle est de chaque côté de la selle turcique. Hein, l'orifice de sortie, il est de chaque côté de la selle turcique. Ça vous reverrez, hein, parce que ça a été fait sur la base du crâne. Voilà. Ça, c'est le segment intrapétreux. Alors, à peine sortie du canal carotidien, hein, donc du rocher, eh bien, elle pénètre tout de suite dans le sinus caverneux. Donc, c'est pour ça qu'on a un segment intracaverneux. C'est là où, vous vous rappelez, on a ce rapport essentiel entre l'artère carotide interne et le sang veineux du sinus caverneux. C'est la base anatomique des fistules carotido-caverneuses dont je vous ai déjà parlé. Et lorsque la carotide a traversé le sinus caverneux, elle remonte et elle traverse le toit du sinus caverneux pour être cette fois dans les espaces sous-arachnoïdiens, là au-dessus du sinus caverneux, hein, au-dessus du toit. Et à ce moment-là, elle va donner ce segment sous-arachnoïdien, là, il va donner les branches, toutes les grandes artères cérébrales. Donc il va donner toutes ces branches, les artères cérébrales, qu'on va étudier maintenant. Voilà. Enfin, presque, parce que là, d'abord, je vais faire le polygone de Willis. Alors, anatomie descriptive du cercle artériel du cerveau. Question possible. Anatomie descriptive du cercle artériel, je sais pas, j'ai pas mis à jour ma diapo, je croyais l'avoir fait, c'est bizarre, du cercle artériel du cerveau, hein, ou polygone de Willis. Alors le voici, ça c'est une vue, vous voyez, on a une vue générale de la face inférieure, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de zoomer, hein, au niveau des deux nerfs optiques, vous les reconnaissez, alors je vais peut-être me faire en jaune là. Voilà, là vous avez les deux nerfs optiques, comme ça, et puis qui forment le chiasma optique, donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis après, en arrière, c'est les bandelettes optiques, on les voit pas trop, c'est un peu caché, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est tout de suite de voir les artères carotides internes qui arrivent ici, voilà, les deux artères carotides internes, ACI. Ces artères carotides internes qui viennent de sortir du toit du sinus caverneux. Hein, là, juste, on sort du toit du sinus caverneux. Et à ce moment-là, ces deux artères carotides internes vont donner leurs branches, les artères cérébrales. Alors, premièrement, une branche en avant qui est l'artère cérébrale antérieure, ACA, artère cérébrale antérieure. Donc on les voit bien ici, je vais peut-être les surligner un petit peu en vert. Elles vont partir comme ça, et voilà, elles vont continuer vers la face interne. On va les étudier entièrement, hein, donc vous inquiétez pas. On va bien les voir. Elles partent de la carotide interne, évidemment. Vous voyez que sur la ligne médiane, les deux artères cérébrales antérieures se réunissent par une petite communicante, artère communicante antérieure, ACO-A. Artère communicante antérieure qui réunit les deux cérébrales antérieures. Donc pour l'instant, ça nous fait une communicante en avant, ça nous fait deux cérébrales antérieures latéralement, et puis on avait la carotide qui était comme ça. Voilà. Voilà pour l'instant le schéma général. Maintenant, partant toujours de la carotide interne, vous voyez en arrière, flèche bleue, qu'il y a une artère communicante postérieure que vous voyez très bien ici. Artère communicante postérieure. Donc A, c'est ACO-M, artère communicante, oula, M, je ne sais pas pourquoi je dis M d'ailleurs, communicante postérieure. Voilà, c'est celle-là, c'est la flèche bleue. Voilà, je vais le faire en bleu, ça sera mieux. Cette artère communicante postérieure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait bien communiquer en avant la carotide interne, et en arrière, l'artère cérébrale postérieure. Cette artère cérébrale postérieure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait l'artère basilaire qui chemine sur le pont.
D'ailleurs, on avait signalé tout à l'heure que cette artère basilaire fournissait une collatérale. Il y en a d'autres, hein, il y en a 3, hein, mais bon, à ce niveau-là, fournit sa dernière collatérale, c'est l'artère cérébelleuse supérieure. Bon, mais ça c'est anecdotique parce que ça ne nous intéresse pas pour le polygone de Willis. Hein. Et puis, elle donnait une terminale qu'on appelait l'artère cérébrale postérieure. La voici. Ça, c'est la terminale de l'artère basilaire. Mais en réalité, on va lui distinguer 2 segments. Donc, il y a un premier segment qui est avant la communicante postérieure. Donc, je vous le représente en bleu là. Voilà. Ce premier segment qui est pré-communicant, donc, pré-communicant. C'est avant l'union avec l'artère communicante postérieure. Il y a un deuxième segment qui est l'artère cérébrale postérieure proprement dite. Donc le segment pré-communicant et l'artère cérébrale postérieure proprement dite juste après. On le voit un peu en transparence là-bas. D'accord, hein? J'aurais pu changer de couleur éventuellement pour mieux montrer, voilà, pour mieux montrer la suite de l'artère, voilà, qui est l'artère cérébrale postérieure proprement dite, après la communicante. Donc, ce segment pré-communicant, vous voyez, j'ai mis aussi la terminologie, on l'appelle aussi communicante basilaire, hein, que vous pouvez retrouver ce terme parfois dans les articles. Voilà je vais vous le faire en plus joli. Donc vite fait, on va le résumer, on fait un petit tableau, et puis, hop, on y va. Une carotide interne, 2 carotides internes, très rapidement, hein, très schématiquement, une artère basilaire qui donne les cérébrales postérieures, ACP, la communicante artère communicante postérieure, ACOP, artère communicante postérieure, ACOP. Ensuite, vous avez en avant les 2 cérébrales antérieures, ACA, et puis la communicante antérieure, ACOA, communicante antérieure. Et voilà, ça c'est votre cercle artériel du cerveau, le polygone de Willis. Voilà. Alors, il s'avère que ce polygone, ce cercle artériel, il présente des variantes. Alors, il y en a une, par exemple, alors bon, peu importe, je ne vais pas prendre les variantes, simplement retenez qu'il y a des variantes. Alors, je vais vous montrer une quand même, qui, vous voyez, pour comprendre les conséquences des variantes. Quand vous imaginez que les 2 artères cérébrales antérieures, celles qui sont là, elles vascularisent les faces internes du cerveau, la face interne droite, la face interne gauche. Et que vous voyez que parfois, vous avez une absence du segment basal, ce segment qui était là normalement, hein, il est absent de la cérébrale antérieure. Cela signifie que les 2 hémisphères, les 2 cérébrales antérieures, sont alimentés par une seule carotide interne. Et cela signifie que si jamais il y a une ischémie dans ce territoire, cette ischémie va être bilatérale parce que les 2 artères cérébrales antérieures ici sont alimentées par un seul côté. Le polygone de Willis est interrompu, donc du coup il y a un seul côté qui l'alimente. D'accord? Via la communicante antérieure. Vous voyez les conséquences, hein? Là c'est pareil, vous voyez il peut manquer un segment, voilà. Donc c'est quand même intéressant. Autre point fondamental. Toutes les artères cérébrales que nous allons étudier présentent 2 portions dans leur trajet qui ont des caractéristiques fondamentales. Ces artères cérébrales vont présenter un trajet basal, donc c'est quand il est à la base du cerveau, hein, partant du Willis, et un trajet cortical. Eh bien, la différence entre les deux, c'est que dans le trajet basal, ces artères fournissent des branches dites perforantes, car elles vont vasculariser les noyaux, hein, et la substance blanche en profondeur. Donc les artères perforantes. Donc ça c'est important. Voici des artères perforantes qui vont vasculariser par exemple le putamen, le pallidum, le noyau caudé, etc. Hein. Et ces artères perforantes ne sont pas anastomotiques. Elles ne sont pas anastomotiques. Ça veut dire que quand on a une ischémie, c'est fini.
pas de suppléance, rien, c'est terminé, on est en ischémie, il y a nécrose du tissu. Trajet basal égale artère perforante, et artères perforantes, elles ne sont pas anastomotiques. Par contre, dans le trajet superficiel, comme je vous l'ai montré ici, vous avez des artères, par exemple cérébrale antérieure, ACA, et l'artère moyenne, ACM. Eh bien ici, elles ont des zones, comme, bon, c'est marqué ici, hein, des zones de jonction, des zones d'anastomose, et du coup, s'il y en a une qui se bouche, l'autre peut éventuellement reperfuser. Vous voyez ? Elle peut reprendre en charge. Donc c'est ce qu'on appelle les anastomoses. Voilà. Donc, voilà ici, une artère qui arrive là, une artère qui arrive là, cérébrale antérieure, cérébrale moyenne, et puis là, c'est la zone d'anastomose, donc entre les deux territoires. Ces zones d'anastomose, on va les appeler des zones jonctionnelles, parce que c'est la jonction entre deux territoires. Parfois, on a des ischémies par déficit de perfusion, une ischémie des jonctions, donc on appelle ça des ischémies jonctionnelles. Et donc les territoires sont très caractéristiques, correspondent à ces zones frontières entre, c'est un peu les zones des derniers prés en quelque sorte, vous voyez, c'est vraiment à l'extrémité hein, du territoire de la cérébrale antérieure et de la cérébrale moyenne, et tout d'un coup il y a souffrance dans cette zone jonctionnelle, et on se retrouve avec des zones d'ischémie correspondant à ces aires jonctionnelles, ischémie jonctionnelle. Eh bien, on va commencer, artère par artère, à voir leur origine, leur trajet et les principaux territoires. On va essayer de bien résumer. 1. L'artère cérébrale antérieure. Ce dessin vous dit tout de suite, l'artère cérébrale antérieure, c'est l'artère de la face interne du cerveau. Voilà, l'idée clé. L'artère de la face interne du cerveau. Elle est très en dedans. Regardons son origine, on l'a déjà vu. Origine partant de la carotide interne, sa face antéro-interne, voilà, où elle forme la partie antérieure hein, du Willis. Et son trajet, il est simple. Son trajet, il va passer au-dessus du nerf optique. C'est pour ça là qu'on a fait en transparence, pour montrer le nerf optique. Et en transparence, on voit la cérébrale antérieure qui passe au-dessus du nerf optique et surtout, elle se dirige vers la scissure interhémisphérique. Hein, c'est normal. C'est l'artère qui vascularise la face interne, eh bien elle doit cheminer dans la scissure interhémisphérique ou la fissure longitudinale, hein, c'est la même chose. Elle chemine dans la fissure longitudinale. Voilà. Donc, c'est sur une coupe sagittale qu'on verra mieux. La voici, qui est en train de monter là dans la fissure longitudinale entre les deux hémisphères, et donc elle chemine sur le corps calleux. Elle longe le corps calleux. D'ailleurs, elle va le vasculariser. Et à un moment donné, elle va le quitter pour former une artère singulaire. Voilà, on voit cette artère singulaire qu'on appelait avant la calloso-marginale. Et en arrière, la terminaison, donc c'est l'artère péricalleuse postérieure, voilà, qui est donc la terminaison en arrière de cette artère péricalleuse, donc postérieure, terminaison de la cérébrale, antérieure. D'accord ? Alors, ces branches, elles vont donner plein de petites branches. Il est hors de question de les apprendre, mais de comprendre simplement que c'est toute cette face interne qui est vascularisée et le corps calleux dans ses deux tiers antérieurs. Donc je reviens sur le territoire, hein, je vais le refaire tout de suite. Alors allons-y. Premièrement, le territoire superficiel. Et après, on verra le territoire profond. Le territoire superficiel, eh bien, là on l'a vu tout à l'heure, comme l'artère a fait tout le tour du corps calleux, et la face interne, elle se répartit dessus, c'est, allons-y, lobe frontal, qu'est-ce qu'on a dans le lobe frontal? C'est F1, médial, hein, c'est la face médiale de F1. Mais là, en arrière, c'est quoi? C'est, attention, le gyrus précentral, et vous vous rappelez que le précentral, c'est l'aire motrice
primaire, et le gyrus post-central, c'est-à-dire l'aire somesthésique primaire, face interne. Vous savez alors que les somatotopies correspondantes, ce sont les somatotopies crurales, c'est-à-dire membre-inf, et donc les déficits qui sont liés aux ischémies de la cérébrale antérieure prédominent aux membres inférieurs contralatéral. Déficit sensitif, déficit moteur, membre-inf. D'accord? Voilà, vous voyez, ça c'est les points essentiels. Tout à fait important. Donc, la région centrale, face interne de la région centrale, c'est toute la sensibilité, la motricité à prédominance crurale, membre inférieur. Bon, après le reste, il y a du gyrus singulaire, bon, c'est vrai. Hein. Il y a aussi du cortex orbitaire, c'est vrai. Voilà. Et puis, il y a le corps calleux, sauf le splénium. Donc, le corps calleux, mais pas le splénium. Pourquoi? Parce que toute la partie postérieure du cerveau est prise en charge, à la face interne, est prise en charge par l'artère cérébrale post, en vert sur mon... Donc, voilà pourquoi il y a un partage des territoires. Et c'est tout pour le territoire. Donc c'est facile. C'est de la face interne de l'hémisphère, sauf le lobe occipital et temporal. Hein, frontal, singulaire, pariétal. Et dedans, on a des régions motrices et sensitives. Voilà, les points essentiels. Regardons le territoire profond. Le territoire profond, là c'est pareil. Quelle est votre stratégie pour vous rappeler très simplement les choses? Eh bien, on a des artères qui vont s'occuper de la face interne, de la partie interne. Donc, vous aurez ici un secteur interne et en avant, parce qu'en arrière, c'est la cérébrale post. Un secteur interne qui sera de la cérébrale antérieure. Un autre secteur interne en arrière qui sera de l'artère cérébrale postérieure. Et entre les deux, c'est la cérébrale moyenne, puisque c'est la face externe du cerveau. Voilà. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une coupe axiale. Une fois que vous avez compris ces deux traits-là, vous connaissez déjà l'essentiel de vos territoires. En dedans, en avant, c'est cérébral antérieur. En dedans, en arrière, c'est cérébral postérieur. Attention, cérébral postérieur, il y a de la vision dedans. Scissure calcarine. Hémianopsie latérale homonyme. Clac, vous voyez, tout s'enchaîne. Et puis, à l'extérieur, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez toute la région centrale qui va être à un moment donné sur l'extérieur. Donc la cérébrale moyenne, hémiplégique, brachiofaciale, non proportionnelle, brachiofaciale. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut envisager, apprendre tout ça. Alors, en ce qui concerne les territoires profonds, parce que, excusez-moi, j'ai un peu divergé, donc je reprends. Pour le territoire profond, il faut simplement retenir une chose. Je vais revenir sur un petit dessin que je vous ai montré au début et qui va vous montrer, c'était où? C'était avant, comment retenir sans rien retenir en fait. Eh bien, là, on va, sur ce dessin, coupe coronale, il y a l'artère cérébrale moyenne là qui est en train de partir, mais n'oublions pas qu'il y a aussi la cérébrale antérieure qui va repasser en dedans. Bon là, elle est coupée, elle n'est pas mise, mais elle va en dedans. Et vous comprenez bien que les paramédianes qui partent en dehors, on les verra tout à l'heure, elles vont évidemment toucher, vasculariser, je veux dire, le putamen, le globus pallidus, bon c'est normal, mais que la cérébrale antérieure qui va aller plus en dedans vers la scissure interhémisphérique, elle va prendre en charge tout le secteur le plus interne, c'est-à-dire la moitié interne de la tête du noyau caudé et la partie inférieure de la capsule interne. Parce que là, on y est. Voilà, c'est tout, c'est naturel, c'est logique. Vos artères montent en dedans. Qu'est-ce qu'il y a en dedans? Il y a la partie inférieure du bras antérieur de la capsule interne et puis il y a la partie la plus interne du noyau caudé. De la tête du noyau caudé, parce qu'on est en avant. C'est tout. C'est assez simple quand on voit ça. Alors, voilà, donc c'est ce qui se passe ici, la moitié interne de la tête du noyau caudé, et puis, bon là on ne peut pas le voir ici, mais il y a un petit peu de capsule interne, la partie inférieure. Là on est trop haut pour le montrer.
Je vais passer sur l'angiographie, l'artériographie, parce que c'est un peu trop, mais quand on injecte, vue de face, la carotide, en dedans, l'artère cérébrale antérieure qui passe dans la scissure interhémisphérique, en dehors, la cérébrale moyenne qui va à la surface du cerveau et qu'on va voir tout à l'heure. C'est tout. Ça, c'est vue de face. D'accord? Et quand on regarde de profil, on va voir la cérébrale antérieure qui suit le corps calleux. Ça, c'est la forme du corps calleux qu'on va voir là. Et après, elle va donner ses différentes branches. D'accord? Bon, donc ça, c'est juste à titre indicatif. Et évidemment, quand on a un infarctus, c'est toute la partie interne du cerveau qui est touchée, mais pas en arrière, regardez. En arrière, dans le lobe occipital, c'est bon. Parce que c'est l'artère cérébrale postérieure ici qui vascularise. Par contre, en avant, il y a vraiment une atteinte, une ischémie. Là, c'est tout le long parce qu'on est très haut. Donc là, c'est du frontal et là, c'est du pariétal. Donc c'est normal. Il n'y a pas d'occipital ici. C'est trop haut. D'accord? L'artère cérébrale moyenne. Ça, pareil, idée générale. L'artère cérébrale moyenne est l'artère de la face externe. Sur une face externe, qu'est-ce que j'ai? J'ai essentiellement la région centrale. Motricité, M1, sensibilité, S1, de l'hémicorps controlatéral. Donc hémiplégie, mais brachiofaciale. Vous vous rappelez, la somatotopie brachiofaciale. C'est elle qui vascularise toute cette région, l'artère cérébrale moyenne. Je rappelle qu'on avait aussi des régions très importantes pour l'hémisphère qui était dominant pour le langage. Premièrement, l'aire de Broca, B. Deuxième, en avant, vous vous rappelez, la partie operculaire de F3. Deuxièmement, l'aire de Wernicke, W, dans la partie postérieure de T1, aux confins du carrefour temporo-pariéto-occipital. Vous vous rappelez, on avait fait tout ça, l'aire de Wernicke. Éventuellement, je vous mettrai le gyrus de Heschel, mais enfin bon, ça franchement, c'est quand même pas du tout le problème. Donc, c'est pas très intéressant pour vous. Et puis, ici, du préfrontal, avec tous ces problématiques d'attention, raisonnement, jugement, fonction cognitive et attention. Et puis du pariétal, avec ici toute la partie des praxies. Vous verrez beaucoup les praxies en sémiologie, qui est la réalisation du geste. La praxie, c'est la réalisation du geste, et une apraxie, c'est un trouble de la réalisation du geste. C'est-à-dire que le sujet ne pourra pas s'habiller, ne pourra pas utiliser une bougie et allumer la bougie, etc. Il va dessiner de travers, etc. Parce que il a un trouble d'intégration, en fait, de son corps et de l'espace, qui fait que les gestes sont mal réalisés. Regardons donc cette artère qui est très importante. Elle est très importante, pourquoi? Parce que elle a, bien sûr, pour origine la carotide interne, mais en fait, elle a un trajet et un calibre qui semble continuer la carotide interne. Ce qui fait que les ischémies auront lieu préférentiellement dans le territoire cérébral moyen. Vous verrez dans les statistiques qu'il y a une très grande prépondérance des ischémies dans ce territoire cérébral moyen, beaucoup plus que le cérébral antérieur, par exemple. Ce trajet, eh bien, il est d'abord basal, où il va traverser un espace perforé antérieur, qu'on appelle en arrière du nerf olfactif. Bon, là je vais passer. Donc le voici, le trajet basal, à la face inférieure du cerveau, en arrière du nerf olfactif. Alors évidemment, c'est là, dans ce trajet-là, où vous voyez les petites artères perforantes qui partent là, on les voit très bien ici. C'est elles qui montent dans le cerveau, et qui vont, du coup, vasculariser les noyaux et les capsules à l'intérieur. Donc on va le voir après. Alors que, voilà, on les voit très bien, ces petites branches perforantes, qui perforent l'espace perforé antérieur, c'est son nom, en fait. Voilà. Et après, cette artère arrive en dehors pour plonger dans le sillon latéral, chemine dans le sillon latéral, là on est en dehors, et donc voilà, c'est son rôle.
et donner toutes ces branches. Alors, cette artère cérébrale moyenne, qui est située dans le sillon latéral, va donner plein de branches, alors très globalement. Les branches ascendantes, pour le frontal, pour le pariétal. Les branches descendantes, pour le lobe temporal. Et, au fond, n'oubliez pas que quand on est dans le sillon latéral, on est profond, et tout au fond, il y a l'insula. Alors, vous voyez ce que ça fait? Regardez. Je vais faire sur un tableau plus grand. Regardez. Quand vous avez votre cortex, le sillon latéral, l'insula, le lobe temporal, bon, etc. Hein, on va pas, voilà, enfin bref. Bon. Eh bien, l'artère qui est ici, qui chemine ici, à l'intérieur du sillon, c'est l'artère cérébrale moyenne, quand elle va donner des branches qui vont remonter. Comment elles font? Elles montent sur l'insula. Là, il y a un sillon circulaire, donc elles redescendent comme ça. Elles vont sortir pour remonter vers le lobe frontal ou pariétal. Voilà. Et vous voyez, il y a une ligne de réflexion. Hein, et imaginez plein d'artères comme ça qui font cette courbe, cette ligne de réflexion qui va dessiner en fait la limite de l'insula. Parce que ça, on a bien sûr, tout ça c'est le cortex de l'insula qui est là. Hein. Alors pareil pour en bas, vous avez des branches qui vont descendre le long de l'insula, vasculariser l'insula, puis remonter, et ensuite les branches temporales qui redescendent, vasculariser le lobe temporal. Donc ici, vous avez encore une ligne de réflexion des artères insulaires. Alors, c'est ce qui se passe ici. Regardez, on voit très bien ici la ligne de réflexion des artères insulaires, et vous avez cette ligne parfaitement reconnaissable. Là, on a l'axe du sillon latéral et on a la ligne ici de réflexion au niveau de l'insula. Voilà. Au total, donc vous voyez c'est simple, une artère qui part de la carotide interne, elle part en dehors vers le lobe temporal, elle rentre dans le sillon latéral à l'extérieur, hein, bien sûr, dans le sillon latéral, et elle donne toutes les branches en haut, en bas et dans l'insula pour la face externe. Facile. Donc, maintenant, le territoire, il en découle. Alors évidemment, je l'ai fait, hein. Donc le territoire, c'est précentrale, post-centrale, toutes les régions motrices, prémotrices et préfrontales, hein, F1, F2, F3, enfin bon, la face externe en fait. Hein, le pariétal, les régions associatives du carrefour, les régions associatives préfrontales, les régions associatives, j'ai dit, du carrefour, temporo-pariéto-occipital. Voilà, toutes ces régions associatives. Le lobe temporal, T1, T2, T3, vous voyez, face externe. En sachant que ce territoire réalise une jonction avec les deux autres artères, comme c'est bien indiqué sur le dessin, jonction avec l'artère cérébrale antérieure en bleu et jonction avec l'artère cérébrale postérieure en vert, ici, donc au niveau temporal et occipital. D'accord? Donc vous voyez que ça restreint un peu le territoire, et ces zones jonctionnelles peuvent varier un peu. S'il y a une ischémie d'un côté, ça peut, si c'est lent, hein, bien sûr, si c'est brutal, ça marche pas. Hein. Les compensations ne marchent pas quand c'est brutal. Sinon, il n'y aurait pas d'accident ischémique, sinon, hein, malheureusement. Voilà. Alors ça, c'était le territoire superficiel, hein, dans lequel remettez bien hein, les points importants du langage, de la sensibilité, de la motricité, etc. Hein, c'est tout à fait important. Le territoire profond. Eh bien, le territoire profond, comme on avait vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dans ces deux secteurs, enfin dans ce secteur moyen? Les artères venant d'en dessous, du trajet basal, remontent au travers des noyaux gris. On l'a vu tout à l'heure. Et à ce moment-là, voilà, les artères, quand elles passent comme ça, elles montent, et alors elles prennent putamen globus pallidus externe. Elles prennent la capsule interne, bras postérieur, genou.
elles prennent le noyau caudé, même la tête, mais partie externe de la tête, puis le corps, donc noyau caudé, voilà. Et voilà l'essentiel. Donc, qu'est-ce qu'il y a de très important sur le plan pratique pour vous? C'est que dans ce territoire, des noyaux gris et des capsules, putamen, pallidum externe, et noyau caudé pour les noyaux gris, et des capsules internes, c'est la capsule interne qui nous intéresse. Parce que dans le bras postérieur de la capsule, rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, on avait le passage de la voie pyramidale, la voie de la motricité. Donc, hémiplégie complète, proportionnelle, lorsqu'on a une ischémie profonde dans le territoire sylvien, cérébral moyen. D'accord? Hémiplégie proportionnelle, hémiplégie complète, parce qu'on a dans le territoire la capsule interne, bras postérieur notamment, et une partie du genou. Capsule interne. Bon, l'imagerie, comme tout à l'heure, la cérébrale antérieure qui passe dans la scissure, la cérébrale moyenne qui passe dans la scissure latérale, ici, et on la voit, regardez la ligne de réflexion. Vous voyez? La ligne de réflexion. On voit ici, c'est la réflexion au niveau du sillon circulaire de l'insula. Là, on voit très bien. Bon. On passe. Je vous ai mis, mais vous les verrez sur votre PDF, mais ça c'est votre polysémio, hein. J'ai copié-collé, comme ça c'est homogène, je dis pas autre chose. Hein. Bon, vous le referez en sémiologie, mais vous le savez déjà, vous avez les bases anatomiques. Hein. Vous avez les bases anatomiques, donc vous savez qu'il y a une hémiplégie, soit elle est proportionnelle si c'est profond, soit elle est non proportionnelle, brachiofaciale, si c'est en surface, et là, c'est un infarctus total. Et donc c'est vraiment terrible parce que là, c'est tout l'hémisphère, enfin les 2 tiers de l'hémisphère qui sont ischémiés. Regardez, c'est énorme. Et là, le sujet est dans le coma, le pronostic vital est en jeu. Donc là, c'est quand même évidemment beaucoup plus grave. On passe alors à l'artère cérébrale postérieure. Alors ça, c'est l'artère du lobe occipital et du lobe temporal. Regardez, elle est ici. Artère cérébrale postérieure, elle est beaucoup plus face interne, temporale et occipitale. Alors on y va. Cette fois-ci, on est en train de changer de système, puisque l'artère cérébrale postérieure, c'est bien la terminale de l'artère basilaire. Hein. Donc artère cérébrale postérieure. On la voit là. Droite et gauche. Terminale, donc, de l'artère basilaire. Je vous signalerai simplement que cette zone est une zone intéressante. Parce qu'à la bifurcation, bon, il y a les flux sont moins homogènes, bien sûr, et c'est une zone un peu plus fragile, où on peut avoir plus souvent des petits anévrismes. Vous savez, ça fait une sorte de hernie, hein, de la paroi artérielle, et que ces anévrismes, comme dans la communicante antérieure, d'ailleurs, on a aussi des anévrismes fréquents, peuvent éventuellement se fissurer ou se rompre, ce qui est alors une hémorragie cataclysmique où le pronostic vital peut être mis en jeu, et avec un spasme artériel en réaction qui pose aussi des problèmes sur le plan thérapeutique. Voilà donc cette origine, ces terminaisons de l'artère basilaire en 2 artères cérébrales postérieures. Le trajet, on a contourné le mésencéphale pour aller en arrière, longer T5 ici, puis se terminer à la scissure calcarine, ici. Voilà, donc c'est simple. Hein. Donc longe la 5e temporale et ici se termine au niveau de T5. Alors longer la 5e temporale, c'est un peu c'est un peu résumé. Hein. En fait, ça traverse une région qu'on appelle la fissure choroïdienne. Je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Voici l'artère calcarine dans la scissure calcarine. Et on n'a plus qu'à voir, alors, le territoire. Le territoire, j'ai dit, face interne de temporale et occipitale. C'est-à-dire T5, T4, T3, O6, O5, O4 et O3. Hein. Donc, face interne, occipitale. Le plus important là-dedans, c'est, dans ce territoire,
la scissure calcarine, avec bien sûr la vision qui se termine, les radiations optiques, la vision, les radiations optiques qui se terminent sur la scissure calcarine. Donc effectivement, une lésion, une ischémie dans ce territoire entraîne la perte de l'émission visuelle, soit du côté gauche, soit du côté droit, mais du côté opposé à la lésion, en fait. C'est pour ça qu'on dit contralatéral. Et dans ce territoire, on a aussi la 5e temporale. Voilà. Donc, on regarde le territoire profond, et là, c'est un peu plus compliqué. Je vais juste vous résumer en disant que dans ce territoire, on a surtout le thalamus, voilà, et puis, bon, c'est vrai, on a du sous-thalamus. Mais, vous savez, les atteintes du sous-thalamus sont quand même plus rares. Heureusement. Parce que quand on a une ischémie du sous-thalamus, avec le noyau sous-thalamique, on a une chorée, un syndrome qui entraîne des mouvements baliques, donc ce qu'on appelle le balisme, c'est pas la chorée, j'ai fait un lapsus. Donc, le balisme, les mouvements baliques sont des mouvements permanents du bras, au repos, qui touchent les racines. Et c'est affreux. C'est-à-dire que, j'ai vu des patients qui vont se cogner sur le bord du lit, sur le mur, etc., et qui en ont des lésions, si vous voulez. Et c'est irrépressible. Grands mouvements comme ça, baliques, qui sont dus à une libération des contrôles des systèmes moteurs, ce qui fait que ils ont ces mouvements tout à fait non contrôlés. Alors ça, c'est rare. Alors dans le thalamus, par contre, on a des ischémies thalamiques, et vous reverrez les syndromes thalamiques, notamment avec des troubles de la sensibilité qui peuvent survenir et qui sont très douloureux. Syndrome de Dejerine Rossi. Alors, bon, je vais passer sur ces aspects, l'ischémie, et, parce que l'heure avance, une fois qu'on a fini avec ces grandes artères, les grandes artères du cercle artériel, il en reste une ici, la choroïdienne antérieure, qui ne fait pas partie du cercle artériel. La voici, flèche jaune, qui vous montre cette artère qui émerge de la carotide interne, à sa terminaison, et qui part en arrière, et surtout vers le lobe temporal, car cette artère va vasculariser la région de l'hippocampe, incus de l'hippocampe, et fournir des plexus choroïdes. C'est pour ça qu'on dit artère choroïdienne antérieure. D'accord? Et elle va fournir les branches, donc, pour les plexus du ventricule latéral, corne temporale. Voilà. Alors, au passage, cette artère, qui part comme ça latéralement, vous voyez, voilà, elle va vasculariser ce qui est autour du mésencéphale, parce qu'elle a un trajet qui accompagne, ici, regardez, le nerf optique et la bandelette optique, là. Vous voyez, on voit très bien la bandelette optique en jaune. Donc, elle va vasculariser aussi la bandelette optique. C'est pour ça que dans les ischémies de cette artère choroïdienne, on peut avoir une atteinte, donc une sémiologie optique. Le territoire profond va toucher essentiellement la capsule interne, donc ce qui est en dessous. Capsule interne. Voilà. Et puis, bon, des noyaux gris, donc le globus pallidus interne, ce qui n'était pas vascularisé, en fait, par la cérébrale moyenne. Mais capsule interne, bon, c'est intéressant aussi. Le territoire superficiel, on l'a dit tout à l'heure, puisque elle va longer la 5e temporale, elle va contribuer, elle aussi, à vasculariser la 5e temporale, T5. Et bien sûr, l'amygdale qui va avec. Voilà. T5, l'amygdale, et je vous l'ai dit, la bandelette optique, je l'ai déjà dit. D'accord? Donc c'est une artère qui est autour du mésencéphale, qui longe la 5e temporale et vascularise la 5e temporale et fournit ses plexus choroïdes en même temps. D'accord? Voilà. Alors là, les ischémies sont plus rares sur ce territoire. Donc je vais passer sur les aspects cliniques.
Et en fait, je vais passer directement à une dernière chose, qui est donc les grands principes de vascularisation du tronc cérébral. Donc j'ai passé la vascularisation du thalamus. Hein, c'est compliqué, c'est lourd. Je pense que là, c'est pas la peine d'aller si loin. Hein, donc on saute, vascularisation du thalamus, et je vais passer juste sur les grands principes de vascularisation du tronc cérébral. Alors, je vous demande juste, il y en a pour 5 minutes, hein, c'est bientôt fini, mais c'est à la base de grands syndromes cliniques, dont j'ai déjà un peu parlé d'ailleurs. Les syndromes alternes, on en fera la synthèse. Donc, il faut voir qu'il existe, au niveau du tronc cérébral, d'abord un système vasculaire, je vous en ai déjà parlé, formé par les 2 artères vertébrales, droite et gauche, qui formait l'artère, qui fusionnait pour former l'artère basilaire. Bon, après, vous savez que l'artère basilaire donne l'artère cérébrale postérieure, on l'a vu tout à l'heure. Bon. Eh bien, ce système artériel, vertébro-basilaire, hein, va fournir des branches qui vont vasculariser 3 territoires dans le tronc cérébral. Alors, regardez, le premier territoire, on va l'appeler le territoire paramédian. Ce territoire paramédian, le voici, c'est des petites artères paramédianes qui le prennent en charge. Et vous voyez bien sûr que la voie pyramidale est située dedans. Hein. Quand la voie pyramidale est lésée, comme elle croise, par rapport à la lésion, on a ici un déficit contralatéral. D'accord ? Normal. Bon. Donc, un territoire paramédian, centré, il est paramédian, donc centré par exemple sur les pyramides. 2, un territoire circonférentiel court, donc qui est un peu plus en dehors. Celui-là, il nous intéresse moins. Et 3, un territoire circonférentiel long. Et là, je vous en ai déjà parlé avec le syndrome de Wallenberg. Vous vous rappelez ? On l'avait fait ensemble déjà. Voilà. Alors, on va regarder donc les applications. Et on terminera là-dessus. Ça sera un peu un rappel en vous disant, en cas de syndrome paramédian, le syndrome paramédian au niveau bulbaire, il va entraîner une lésion de la pyramide et du nerf optique, du nerf 12, hypoglosse du même côté. Donc, ici, j'ai un syndrome pyramidal contralatéral. La voie en descendant croise la ligne médiane en descendant. Donc, syndrome pyramidal, hémiplégie contralatérale et une paralysie de la langue homolatérale, ou ipsilatérale si vous voulez, c'est la même chose. D'accord ? C'est pour ça le syndrome alterne. Le syndrome est dit alterne. Je répète parce qu'il y a des coupures de son de temps en temps, et je préfère que ce soit bien enregistré. Si on a une atteinte circonférentielle longue, je vais peut-être pas vous le refaire, parce qu'on l'a déjà fait là récemment, hein, mais tout y est. Hein, l'atteinte du noyau vestibulaire, l'atteinte cérébelleuse, la sensibilité de la face et les troubles de la déglutition, tout ça c'est du même côté. Et pour l'autre côté, c'est l'atteinte de la voie de la douleur, hein, pour de l'autre côté, contralatéral. Donc ça j'ai déjà fait, donc je passe. Maintenant au niveau du pont. Au niveau du pont, qu'est-ce que j'ai représenté ici? Rappelez-vous. Ça c'est le noyau du 6. Noyau du 6. Bon, je vais marquer 6 comme ça, vous verrez mieux. Et là, vous avez le noyau du 7, le facial. Je rappelle que le facial, c'est la motricité de la face. Hein, et donc, on a une paralysie faciale en cas d'atteinte. Dans ce syndrome, ici, on aura la voie pyramidale, donc un syndrome pyramidal contralatéral, une hémiplégie contralatérale, et une paralysie de la face, parce que les fibres du 7 sortent à ce niveau-là,
juste en dessous du pont, et donc sont atteintes. Paralysie faciale plus hémiplégie de l'autre côté, égale syndrome alterne. Et comme c'est nerf facial, le nerf est un élément localisateur. Parce que avec une hémiplégie, la lésion peut être n'importe où. Mais quand j'ai une hémiplégie plus un 12, je sais tout de suite que c'est bulbaire. Si j'ai une hémiplégie plus un 7, je sais tout de suite que c'est pontique. J'ai une hémiplégie avec un 3, je sais tout de suite que c'est mésencéphalique. Voilà le principe. Et voilà comment vous voyez que ces corrélations anatomo-cliniques sont très utiles pour vous orienter sur un diagnostic topographique précis. Alors évidemment, vous ne savez pas la nature, l'étiologie. Est-ce que c'est ischémique, est-ce que c'est tumoral, etc. Mais rien que la sémiologie déjà de base vous dit attention, je suis en termes de topographie, bulbaire c'est le 12, pontique c'est le 6 ou le 7, parce que là il y a les deux. Regardez, le 6, voilà. Là j'ai le noyau du 6, hop. Et puis au niveau mésencéphalique, eh bien c'est une paralysie du 3, la verticalité entre autres, plus le ptosis, la paupière supérieure qui tombe, le ptosis, qui est significatif d'une paralysie du 3, plus la mydriase, qui est l'expression du sympathique, non contrebalancée par l'action parasympathique du 3, car le 3 est bien parasympathique. Et je rappelle que parasympathique, c'est pas sympa, bon, c'est ma petite astuce à moi, pour s'en rappeler, il est pas sympa, il ferme l'œil, il fait myosis. Il ferme les bronches, bronchoconstriction, etc. À chaque fois, pas sympa, c'est dans le sens de la restriction. Voyez ? Voilà. Eh bien, je terminerai là-dessus, et on va pouvoir du coup, dès lundi prochain, me semble-t-il, démarrer cette fois-ci l'anatomie fonctionnelle, neuroanatomie fonctionnelle, qui est tout à fait intéressante. Et je vous remercie de votre attention.